Bienvenue sur Polysoutien, le podcast qui commence par le début. Débuter dans les relations libres est parfois un long chemin. Mais lorsque cette route est effectuée en parallèle de la découverte et de l'exploration de sa propre spiritualité, elle peut prendre une saveur inédite, où les avancées dans un domaine font écho avec cet autre chemin suivi en parallèle. C'est le récit que nous allons découvrir aujourd'hui avec le témoignage de Fabrice, qui nous parle sous son véritable prénom, à travers un échange très énergique que nous avons eu par Skype. Si vous avez aimé ce podcast et les précédents, pensez à mettre un like. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur Fabrice, vous pouvez aussi vous abonner à mon Patreon, où un bonus inédit vous sera prochainement proposé, avec plus d'1 heure supplémentaire où il vous parle de sa vision de la vie, de sa spiritualité, de plein d'autres sujets passionnants mais un peu trop éloignés de son parcours poli pour figurer dans le podcast d'aujourd'hui. Le lien est comme d'habitude dans la description de cet entretien. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, il est temps de passer à celui-ci. Restez à l'écoute. Nous sommes donc avec Fabrice. Bonjour Fabrice. Oui, salut. Alors je vais commencer par te laisser te présenter, s'il te plaît. Aujourd'hui, je suis un homme de 46 ans, très axé sur l'humain, la vie, le sacré en toute chose généralement, ce qui fait la beauté du monde. J'aimerais ajouter un petit quelque chose en fait, c'est que en fait je n'ai plus de jugement. Quand tu es dans l'amour, tu comprends toujours ce qui se passe, que les gens veulent et tu ne juges plus. Et du coup, tu te sens bien. Il y a plus de côté manichéen, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est mauvais, ça c'est, tu vois, il y a plus ce bien, ce mal omniprésent. Quand tu retires cette idée et que tu comprends les choses, tu les acceptes. Et je pense qu'aussi pour les gens qui sont dans l'amour ou qui ont envie d'ouvrir leur cœur, l'idée de comprendre, c'est simplement je fais une expérience, ça donne quoi, j'en ressens quoi. C'est aussi une façon simple d'être vivant. Parce qu'il y a plus ce côté très dogmatique aussi du bien, du mal, enfin très manichéen de la société et du monde en général. Et ça, c'est une vraie libération aussi pour être plus libre à être dans l'univers du poly. Je vais commencer par te proposer la question rituelle du début de podcast. Est-ce que tu peux me parler du plus ancien crush sentimental que tu as eu, qu'il soit réciproque ou pas, pour une personne? La première fois que j'étais amoureux, c'était à la maternelle, mais je pense pas que j'avais cet élan. Quand je l'ai vraiment eu, ça me revient tout de suite en évidence. C'était une fille qui s'appelait Isabelle. Oh putain, quand j'étais au collège, oh là là, je suis resté amoureux d'elle pendant quasiment 3 ans. J'ai un pas en avant, 2 pas en arrière, tu sais. T'as tellement peur de la perdre que du coup, t'oses pas dire que tu es amoureux de cette personne. Mais bon, on est encore ado, donc on se cherche et puis on se dit putain, je peux pas. Le jour où je lui dis, c'est un peu, tu mets ton all-in sur le tapis, tu gagnes ou tu perds, donc tu essayes de toujours le travailler. Et ça, ouais, non, puis j'en ai assez chié quelque part parce que putain, ça a été dur de vivre. Un peu, j'ai eu une relation comme ça, je dirais tout seul, avec cette fille qui pendant à peu près 3 ans. Ouais, j'ai jamais osé lui dire. D'accord. Donc, on va revenir plus dans le passé, du coup. Que représentait l'amour pour toi en maternelle et en école élémentaire? C'était une alchimie, c'était un pétillant, c'était une joie, c'était comme une sorte d'ébullition. Tu te sens complètement, tu chauffes, c'est une euphorie constante d'être dans un état qui est au-delà de la moyenne du quotidien. Tu l'attaches à ce à quoi tu es réceptif. Moi, ça a toujours été les filles. Ouais, ado, et ça c'est pareil. Quand je voyais quelqu'un, j'étais dans un état complètement transporté. Ça a toujours été comme ça. Et donc, en maternelle élémentaire, tu ressentais déjà ça? Alors, élémentaire, maternelle, non, mais je pense qu'après, oui, si, élémentaire, ouais, maternelle, non, je me souviens ce que je ressentais pour elle, mais c'était pas de cette façon-là. D'accord. Après, on commence à ressentir l'émotion et ça prend déjà cette forme-là, ouais. D'accord. Au niveau de scolarité, comment ça s'est passé, cette période? Ça revient un peu, j'ai toujours été quelqu'un de très turbulent. Moi, rester assis en cours, c'était difficile. Puis moi, je suis un joueur. Je suis quelqu'un qui aime jouer. Aujourd'hui, dans mon activité, mon travail, ma sexualité, je suis quelqu'un qui joue. C'est une de mes valeurs fondamentales. Je fais tout à travers le jeu. J'aime beaucoup jouer. Donc, même quand j'étais en cours, c'était assez pénible de rester concentré quand t'es assis. T'es vissé sur ta chaise ou ton pupitre et tu dois écouter devant toi quelqu'un qui parle à côté d'un grand tableau noir. Et c'est chiant. Donc, si tu veux, j'ai pas eu des scores terribles au niveau de mes notes jusqu'à ce que je commence à aller dans une filiale professionnelle qui était celle de l'hôtellerie. Mais globalement, tu peux garder ça comme fil rouge quand j'étais à l'école, tout le temps. D'accord. Bon, du coup, on va passer la période élémentaire et on va arriver au collège. Le collège, comment ça se passe? Et puis surtout, quel est ton rapport à l'amour sur cette période? Rapport à l'amour, moi je pense que je suis devenu un homme assez tard. J'étais vachement jeux vidéo, copain. Je me sentais comme la fameuse Isabelle dans cette période de collège. J'étais en admiration. Mes potes, j'en avais parlé avec mes potes, quoi. Mais qu'est-ce que tu lui trouves? C'était pas la plus belle, c'était pas la plus ci, la plus ça, mais je sais pas, putain, moi, je la trouvais parfaite pour moi. Elle était simple, elle avait beaucoup de choses que j'étais sensible à elle, quoi. Donc j'avais ça dans mon petit cœur, mais sinon, quand j'avais des potes après au collège, je commençais à parler de cul, on va dire, entre mecs. J'étais moins sensible à tout ça. C'est venu quand même pas mal plus tard, de mon côté, je pense aux alentours de 16-17 ans. Mais avant, j'étais pas trop dans cet univers, en fait.
D'accord. Et scolairement, le collège, ça s'est bien passé. T'étais très turbulent, tu m'as dit, donc t'as dû Toujours pareil, la merde. Ouais, oh non, c'était dur. Puis en plus, ma mère elle voulu me foutre dans du privé parce que pour elle c'était une chance et j'ai eu une occasion d'y entrer dans un collège-lycée pas loin de chez moi et du coup c'était il y avait un peu le prestige d'être dans ce genre d'établissement, tu vois, mais c'était strict, c'était un lycée catho en plus, donc on avait des cours un établissement catho parce qu'ils faisaient de la primaire, secondaire et même avant, donc avec des cours où on étudiait la Bible et des trucs comme ça. Donc, c'était pas obligatoire, mais c'était quand même très présent. Et pour moi, c'était devenu assez strict. Moi, ce que j'aimais bien, c'était avoir des copains et puis découvrir de nouvelles choses quand c'était intéressant. Mais il n'y avait pas grand chose qui me passionnait à l'époque, quoi. Donc alors, le collège, tu arrives à la fin du collège, tu dois te diriger vers un lycée. Comment ça se passe, le lycée? Alors, en fait, comme on dit, des fois, t'es en voiture, mais moi, j'ai du mal à passer la seconde, si tu veux, parce que j'ai fini ma seconde. Ma mère m'avait dit, tant que tu redoubles pas, tu restes dans ce lycée, ça coûte cher, etc. J'étais démotivé en seconde. J'ai fait une seconde, donc du coup, ça a été l'horreur. Et effectivement, on est parti, je suis arrivé dans le public. Une ambiance plus détendue, des nouvelles têtes, c'était une sorte de renouveau. J'ai fait une très bonne deuxième seconde. En plus, c'était une seconde sur un nouveau programme, il y a un changement de gouvernement, donc qui se faisait sur les années scolaires. Donc tant que tu restais avec ton cursus et que tu ne redoublais pas, t'étais sur l'ancien programme. Donc j'ai redoublé, boum, j'ai fait une seconde, nouvel établissement, nouveau programme. J'ai l'impression de faire une nouvelle année différente. C'était intéressant, mais je me suis rendu compte que j'aimais les métiers de service parce qu'ils nous obligeaient à faire un stage à la fin de l'année dans cet établissement-là. Donc du coup, je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. Donc j'étais dans un resto. J'avais des amis, dans un pote que je connais depuis que je suis à la maternelle. C'était son anniversaire hier et c'est ses parents qui m'avaient pris quelques jours dans leur restaurant. Et du coup, ça m'avait bien plu de parler aux gens, sourire, m'amuser avec eux, leur proposer du service avec un faire plaisir. J'ai trouvé ça génial. Donc l'idée, c'était pourquoi pas d'aller en hôtellerie-restauration, faire un cursus là-dedans. On m'avait dit, soit tu le fais au BTS après le bac que tu peux faire, un bac littéraire. Et il y aura une année de mise à niveau, et de faire BTS 1, BTS 2, tu feras BTS 0 et 1 et 2, donc 3 ans au lieu de 2. Ou alors, il y a un cursus avec, je dis, mais c'est quoi ce BTS 0? Ça reprend les 3 années de seconde, première, terminale. Je fais en fait, sinon je refais une autre seconde encore, mais ce que je fais en 1 an en accéléré en BTS, là, je le fais en 3 ans tranquille. Et dans les 2 cas, je perds 1 an, en fait. Donc, du coup, j'ai refait une nouvelle seconde, que j'ai préféré faire comme ça, où j'ai fait une seconde hôtelière, première, terminale hôtelière, où j'ai eu 3 diplômes. Du coup, j'ai fait toute la filiale en parallèle, en candidat libre. Et du coup, j'ai pu aller me diplômer comme ça. Et par rapport à la question que tu me demandais, ça c'était pour le cursus. Quand tu m'as dit comment c'était, donc 3 expériences différentes pour la seconde. Je te raconte plus après le lycée, donc. Oui, tu peux enchaîner, effectivement. J'étais derrière Meaux, donc c'était un lycée hôtelier public et ils avaient la bonne idée qui s'appelle le Gué à Trême, qui a une bonne idée d'avoir toute la filiale hôtelière où les mecs sont toujours en costard, cravate, en tenue professionnelle, avec une structure qui s'appelle PVR, donc peinture, vitrerie, ravalement, où les gens sont toujours en train de traîner, sont toujours plein de plâtre, des choses comme ça, en tenue sale, et c'était plus des gens qui des fois étaient des manuels. Donc il y avait un standing assez différent où d'un côté on se réservait à des établissements prestigieux, trucs comme ça, et avec des mecs plutôt comme on dit, pas du terrain, mais pas dans le bâtiment, quoi, en fait, sur le terrain, des mains dans la salle, dans le fer, dans la matière, etc. Et généralement, tous les gens qui étaient là-bas, quand et moi, j'étais plutôt dans la guitare électrique, le guitare héros, j'étais un métalleux, on va dire, et tout le monde était rappeur. Moi, je pensais que les gens allaient déjà dans une certaine ouverture d'esprit. Quand on a parlé un peu politique, moi, j'adorais plutôt être dans une certaine ouverture, voir un peu avec les autres. Et là-bas, tout le monde était forcément à gauche, forcément rappeur. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse avoir des ouvertures, des discussions sur les différences. Mais je me suis retrouvé à passer 2 années globalement, première et terminale, où j'étais un peu mis de côté parce qu'on voulait pas discuter avec moi. Donc, je me suis dit, putain, mais tous ces gens qui prônent la liberté d'expression, l'ouverture d'esprit, en fait, ils te foutent de côté eux-mêmes parce que tu corresponds pas aux critères de ce qu'ils veulent eux. Donc c'était assez délicat, c'était pas super excitant, on va dire. Bon, j'ai attendu la fin des années et ça s'est fini comme ça, on va dire. D'accord. Et d'un point de vue sentimental sur cette période? Pareil, qu'est-ce que je pourrais te dire? Non, il n'y a pas eu grand-chose de marquant. Si, j'ai une grande histoire. Si, ma première grande histoire en parallèle de cette période-là, plutôt avec le lycée, avant, quand j'étais dans le public. J'ai une magnifique rencontre avec une nana qui est comme moi, très indépendante. On aimait la moto. Moi, j'avais passé mon permis moto. Mes parents voulaient un permis voiture. Moi, je voulais plutôt la moto. Donc, j'étais le genre de toujours pas faire comme tout le monde. Donc, on a eu une belle histoire. Après, j'ai pas eu d'histoire que je me rappelle pendant le lycée, l'hôtelier. Enfin, peut-être des histoires courtes, mais j'ai pas souvenir d'une histoire longue à ce moment-là. Et donc, alors après cette période sur l'après-lycée, après, tu te diriges vers quoi? Tu sors diplômé, je crois, si j'ai bien compris. Ouais, diplômé et 2 diplômes en candidat libre, donc 3 diplômes en hôtellerie. Je peux aller, non, mais encore le service militaire. Donc tu te dis, bon, et moi, comme un con, j'ai voulu le faire. Je me suis dit, mais ça va être génial d'y aller, on va avoir du monde, on va faire du sport, on va bouger, ça va être excitant, tu vois. Je me suis dit, on va faire des trucs ils vont nous former, l'armée, quoi. Tu te dis, peut-être on va faire des trucs en extérieur ou tout ça. Et la grosse connerie, c'est qu'ils ont vu que je faisais de l'hôtellerie. Donc, du coup, ils m'ont mis en caserne à Vincennes, pas très loin de chez moi, pour mettre de la bouffe dans les rayons aux messes.
Et à part la première semaine où j'ai fait mes classes, j'étais à Versailles, j'ai découvert aussi un ami là-bas qui est toujours un ami de cœur, qui habite à Montpellier aujourd'hui. On a été très proches pendant très longtemps. Jusqu'à ce qu'il soit avec une nana, justement, comme quoi, et ça nous a divisés. On pourra en parler d'histoire d'amour, où des fois tu acceptes les choix des autres et mais pour respecter leur libre arbitre, et que c'est toi qui douilles le plus. Parce que c'est à cause d'une nana, je dirais qu'on s'est plus parlé pendant très longtemps. Et dans l'idée, c'était une expérience bien pendant la première semaine, quoi. Je me suis bien marré, c'était tonique, ça bougeait, les trucs la nuit, les trucs le matin, tu feras des fois, il y a pas d'eau chaude ici, rasez-vous à l'eau froide, tu feras, salaud. Il y a des tas de trucs, tu t'es compris qu'il voulait juste te mater par moment. Mais bon, pourquoi pas. Et le reste, ça a été, je me suis fait chier. Oh là là. Donc, pour 531 francs par mois à l'époque, donc tu convertis en euros, ça fait 75, je crois, donc par mois. Je me suis dit, putain, je fais de l'hôtellerie en me faisant chier pour 75 € par mois. Toujours dans la même tenue kaki, super excitante, très enjouante. Donc, non, bref. Le dernier mois, en plus, avant la quille, j'ai eu un accident de moto, ce qui fait que j'étais plâtré et j'avais envie d'entrer, comme disaient mes gens, ma famille autour de moi. C'était que j'étais passionné de musique. Je jouais de la guitare, mais je me suis dit, moi, je voulais comprendre la musique. Je voulais pas juste prendre des cours chez un gars au coin de la rue pour qu'il m'apprenne 3 accords et à savoir jouer un titre, je voulais comprendre la musique. Et j'avais découvert une école de musique professionnelle qui existe toujours à Paris, qui est l'école Atlas. Et c'était des cursus, à l'époque, coûtaient très cher parce que c'était des cursus pro et tu sais, aux yeux du gouvernement, si c'est pas du classique ou du jazz, les autres musiques n'existaient pas à l'époque. Je sais pas si ça trop ça évolue aujourd'hui. Donc, globalement, si tu voulais faire un truc de cursus pro pour aussi avoir un certain bagage et être reconnu, et cette école-là était proche de la FNEJ et des autres fédérations comme ça qui reconnaissent auprès du gouvernement les métiers de la musique, comme l'intermittence du spectacle ou des choses comme ça. Et du coup, donc après plâtré, fini, ma famille qui me dit, c'est bon, t'as 3 diplômes en hôtellerie, t'es dégagé tes obligations avec l'État, service militaire fait, tu vas pouvoir travailler maintenant. Et je leur ai fait non, je vais faire une année de musique professionnelle. Oh putain. Donc ma mère m'a dit, écoute, si tu veux, c'est bien, mais moi je cautionne pas ça, si tu fais ça, tu vas chez ton père. Donc c'est ce que j'ai fait pendant quasiment 2 ans, parce que l'année pleine à début, c'était 60 000 francs, donc j'avais pas cette somme-là de côté. Mais c'était une passion vivante, je voulais un bagage pour comprendre la musique, même si j'en faisais pas mon métier, pour comprendre, en faire quelque chose pour le reste de ma vie. Et voilà, donc je te passe d'autres détails ou dans la famille, qu'est-ce qu'il fait le fiston, il est encore à faire ces choses. Mais moi, au fond de moi, j'avais envie, quoi. J'étais passionné quand j'étais sur place, j'ai quand même fait cette année. Et puis après, on a commencé à rentrer dans la vie active, effectivement, un peu contraint et forcé via. Et donc tu arrives dans la vie active et tu fais quoi? Je me suis mis à faire de l'hôtellerie parce que je fais quand même des extras entre deux. Donc ça branchait bien. Mais si tu veux, c'est qu'en 8 ans d'hôtellerie, avoir toujours ce sourire pour les gens et travailler, tu te rends compte que tu passes ton temps, tu perds ta vie à la gagner quelque part. Tu travailles toujours les week-ends, les jours fériés. Donc j'ai été en établissement classique, j'étais dans la restauration gastronomique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du traiteur, j'ai même été au Club Med sur ma dernière année. Pendant 8 ans, j'ai dû bourlinguer un petit peu dans tous les secteurs d'activité de l'hôtellerie en me disant, je vais changer un peu parce que au bout d'un moment, tu fais des heures, puis tu gagnes pas beaucoup. J'ai quand même fini chef de rang au ministère de la Défense en intérim. Je gagnais moins qu'une femme de ménage à l'heure, quoi. Et là, je me suis dit, il y a un souci parce que au bout de 8 ans, donc j'arrivais j'avais 25 ans déjà. 26 même, et je me suis dit ça fait 8 ans que je connais ce métier, que je bosse dedans. Soit je gagne ma vie et en travaillant autant je gagne plus, ou soit je gagne autant mais j'en profite un peu plus, mais je veux plus continuer comme ça, quoi. Et puis un jour, un coup de fil d'un autre père qui connaissait, qui voulait parler au mien mais qui me connaissait depuis que j'étais petit à la maternelle, disait qu'il avait une place de taxi à louer sur Disney, qu'il avait envie de laisser le flambeau, mais avec les obligations il pouvait pas la vendre, donc il cherchait à louer un taxi. J'avais une image assez péjorative du taxi, des gens qui étaient toujours en train de râler, qu'un gros bide, faire du cul de bagnole du feu rouge. Je me suis dit, mais il me fait, si je connais quelqu'un qui veut faire des heures, ça gagne bien. Et cette phrase-là, elle est restée dans ma tête pendant 1 heure. Et ma mère m'a dit, rappelle-le. Je l'ai rappelé. C'est là qu'il m'expliquait le taxi à Disney, parce que j'étais sur la commune du Val d'Europe, puisque je suis en Seine-et-Marne. Et les gens qui étaient des familles, ou alors des hommes d'affaires qui venaient au séminaire de Disney pour aller tout de suite à Paris, à l'aéroport, c'était des grandes sommes. C'était un challenge, parce que taxi, je terminerai avec ça si tu veux. En gros, t'as 3 000 € de loyer par mois pour payer ta voiture et ta place, plus 4 000 € de charge au trimestre. Donc là, je me suis dit, ok, je deviens indépendant, mais j'ai une vraie chance de gagner ma vie. J'ai un peu flippé, parce que dès que tu mets le premier jour t'avais toutes les charges quand même qui étaient là. Il m'a fait quelques fleurs pour m'aider et j'ai fait ce métier pendant 5 ans de transport, 3 ans dans le taxi, le temps de refaire un nouveau diplôme parce que c'est un métier certifié. Et ça a été un rythme de fou. J'adorais encore une fois être avec des gens, leur ouvrir. J'ai eu quelques vedettes aussi. Voilà, des discussions intéressantes, le fait de parler, de proposer un service avec les musiques que j'écoute. J'avais ma petite guitare dans la voiture, donc quand j'étais en station, je la sortais. Les autres y parlaient, c'était Radio Macadam, et t'as vu un tel, et machin, plein de commérages. Moi, je m'en foutais, j'avais envie de continuer à travailler ma guitare, ce que je faisais. D'ailleurs, des fois, les gens, ils voyaient mon étui, ils me disaient, mais c'est une arme que vous avez, c'est un flingue, oui, parce que de dos avec la couture. J'ai dit, non, puis je sortais, je regardais, c'est une guitare qui se monte, pas de souci, j'ai pas d'arme. Et puis voilà, donc c'était bien, mais pareil, après, au bout de 5 ans, j'étais fatigué. J'étais épuisé de cette vie-là, et les relations, ça me plaisait bien.
bien, mais je me suis dit que j'aurais pu racheter la place de taxi. Bon, bah voilà, ceux qui savaient pas, j'ai menti parce que je leur ai dit qu'en fait, j'avais pas assez de sous pour acheter, mais au fond de moi, ma petite voix me disait, c'est bon, t'as fini cette expérience, on va s'arrêter là. Puis pour faire 50 taxis, il faut aimer conduire peut-être aussi. Faut aimer conduire. Moi, ce que j'aimais, c'était surtout le fait d'avoir mon indépendance. Je t'ai parlé d'une de mes valeurs fondamentales qui est le jeu. La deuxième, c'est l'indépendance. Je suis quelqu'un d'extrêmement indépendant. Je supporte pas que les gens soient dépendants de quelque chose. J'aime bien que les gens aient les cartes pour connaissent la règle du jeu de quoi que ce soit. Ils font ce qu'ils veulent. Les gens sont intelligents à partir du moment où on leur explique les choses. Donc, des fois, déjà, c'est souvent que on peut critiquer le monde, il en est aujourd'hui, mais c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne met pas au vu et au su des gens. Donc, du coup, ils font les choix avec ce qu'ils ont. Et pour moi, c'est tout à fait logique. Donc, c'était intéressant que j'ai mon indépendance, de me lever un peu quand je voulais, parce que quand je gagnais bien ma vie. J'ai vraiment eu des étés ou des périodes, parce que l'hiver à Disney, du jour au lendemain, quand l'hiver arrive, c'est archi calme. Donc j'ai compris ce que c'était que de faire son chiffre d'affaires sur l'année, et pas juste juillet-août quand c'est la folie et que tu fais du 7 000, 8 000 euros, sachant que je t'ai dit combien je devais payer par mois, et qu'en février, des fois, tu fais juste 3 4 000, et qu'il reste 400 euros en définitive sur un mois où tu as travaillé tous les jours. Donc, mais j'étais fatigué. C'était vraiment le côté relationnel qui me plaisait, le fait de pouvoir y aller, des fois faire des longues journées tant que j'étais chaud, et puis des fois des journées où j'avais pas envie. Je faisais une moyenne de tout ça, je m'en sortais à peu près bien, j'avais découvert ce que c'était qu'être indépendant. Aux États-Unis, il dit, je crois, hein, en moyenne dans ta vie, on fait 2,5 métiers. Donc soit t'en fais 2, soit t'en fais 3. J'en étais au 2e et je continuais à mieux me connaître moi-même. Et d'un point de vue sentimental, t'en étais où à cette période-là? Alors c'était assez chaotique parce que j'avais eu une histoire ou deux qui globalement avec mes horaires décalés, quand tu es avec quelqu'un qui est dans le système traditionnel, qui fait toujours les horaires du métro boulot dodo, je dirais du lundi au vendredi, et que toi c'est surtout le samedi dimanche que tu fais tes gros horaires, parce qu'il y a aussi le tarif de nuit ou le tarif de dimanche, donc tu dis putain, tu fais 2 courses le week-end, ça vaut 3 courses la semaine. Donc moi je travaillais surtout, en fait je travaillais 3 semaines pour gagner ma vie, la 4e semaine je faisais mes revenus. Donc même partir une semaine en vacances, ça veut dire que tu faisais un mois pour rien. Si tu partais 2 semaines en vacances, bah, tu profitais un peu plus longtemps, mais tu savais que c'était forcément des vacances déficitaires, sans parler des dépenses des vacances. Donc, c'était un drôle de rythme, tu vois. Et quand j'avais des histoires dedans, j'ai eu 2 histoires, j'ai eu 2 histoires et ça a pas tenu longtemps parce que on se voyait pas, on se manque, et puis c'était complètement. Des fois, j'avais des courses qui tombaient. À Fabrice, moi, dans la radio de taxi où j'étais, on était sous contrat avec les 2 plus grands hôtels. On fait le New York et l'hôtel Disneyland dans le parc. Donc, quand il fallait des voitures, on était tous solidaires, même si c'était un panier de crabes globalement quand on était sur place. Mais il y avait quand même l'idée il fallait assurer ce qu'il y avait dans les contrats. J'étais globalement celui qui habitait en plus le plus proche du parc. J'étais sur une des communes avoisinantes au parc directement. Je pouvais être là-bas en 10 minutes. Donc, des fois, il y avait des imprévus. On se faisait une soirée. Ouais, il y a besoin de voitures. Il y a une convention qui vient d'arriver. On a besoin de 14 taxis. On a que 10 voitures. Fabrice, t'es là. Tu vois, et donc j'étais vraiment, je refusais pas, donc c'était vraiment une période assez difficile. Je m'étais refusé après, quand j'ai eu une autre relation, j'ai dit je veux rien de sérieux parce que j'ai un rythme de vie. Après, les personnes peuvent se rendre malheureuses aussi à cause de mon rythme, et je veux pas imposer ça. De toute façon, j'impose rien, mais les gens choisissent. Mais bon, sachant que c'est implicite et que je le sais à l'avance, je préviens quand même en disant qu'avec le rythme que j'ai, il y a des chances que ça soit pas super agréable. Donc si on fait quelque chose, ça sera plutôt léger, s'il y a un bon feeling, mais sinon, je m'engage pas pour l'instant. Donc t'arrêtes ton activité de taxi et tu te diriges vers quoi? Eh ben, si tu veux, j'avais 28 ans, j'avais pris 3 tailles de froc, je faisais des siestes dans la voiture, le matin me lever, c'était une horreur. J'étais devenu, j'irais vieux, gros, fatigué, donc c'était l'enfer. Mais comme j'avais moins de 30 ans, comparé à des autres collègues de taxi, à la moitié de mes potes, je me disais que j'étais jeune et que c'était forcément normal d'être comme ça. Tout mon entourage, je n'avais aucun truc de bien-être ou quoi. Je bouffais au micro-ondes parce que c'était 30 secondes, c'était rapide. Les fruits, laisse tomber le bien-être. Je faisais un footing par semaine à l'époque. C'était d'une lourdeur, c'était horrible. Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait, tu verras, quand on arrive à 30 ans, on commence à vieillir. Et je me disais, putain, si c'est ça, c'est vraiment cruel, quoi. J'étais fatigué, il me fallait des jours pour m'en remettre. Donc, si tu veux, c'est là qu'est arrivée la nutrition dans ma vie, par une amie. Et je pense que j'étais absolument pas demandeur, faut le savoir, hein. Pour moi, j'étais au taquet, je pouvais pas être au mieux, j'étais jeune, tout ce que tu veux. Donc, c'était, voilà. J'ai cru que ça allait être, comment dire, je citerai pas de marque, même si je m'en foutrais de le dire, mais dans l'idée, tu me diras après si tu veux, mais dans l'idée, si tu veux, quand j'ai reçu de la nutrition, j'ai cru que c'était de la prot en boîte, et je me suis dit, je vais prendre des gros bras, et ma copine m'avait dit, tu vas commencer par perdre ton bide, et moi je me regardais, je vois pas où est le problème. Et puis, ça a été le déclic en 15 jours. Je me suis réveillé avant que le réveil sonne au bout d'une semaine. En 15 jours, je faisais plus de sieste, je grignotais plus et je regardais les films jusqu'au bout le soir. Et alors ça a été une révolution. Je me souviens d'un Zelda Wind Waker sur GameCube à l'époque où le nombre de fois où je me réveillais et il y avait marqué Press Start et je me suis dit c'est impossible que je me sois endormi au moment de jouer. Non, je faisais des parties, je m'endormais en jouant. 15 jours, c'est fini, j'appréciais mes soirées, j'appréciais ma vie, je me sentais bien, je me suis remis à courir, j'étais beaucoup plus léger. Et j'ai éliminé les 3 tailles de froc que j'avais pris en taxi en l'espace de 6 semaines. Je remettais mon taille 40.
en continuant de manger ce que j'aime. Et je me suis dit, waouh, on peut prendre soin de soi comme ça. J'arrive à 30 ans, je suis plus en forme, je me sens plus frais, je me sens mieux que je l'ai jamais été avant que j'étais plus jeune. Et juste des clics, en fait, de me dire, en fait, ça vaut le coup de prendre soin de soi. Mais évidemment, quand tu as des programmes de nutrition qui sont optimisés, tu as des résultats rapidement. Ce que je faisais avant, mangeant un fruit par-ci ou un footing par-là, je pensais que je faisais bien. Puis comme tout le monde, je fais attention à ce que je mange, sauf que j'avais pas de résultat. Et là, le résultat est venu à moi, en fait. Et ça a été un déclic, puisque j'ai découvert derrière une activité où on peut transmettre ce bien-être aux gens, les accompagner pour leur aider comment faire, et du coup gagner sa vie de cette façon. C'était complètement inattendu. Et forcément, comme j'ai mis un pied dans un secteur où les gens prenaient soin d'eux, j'ai commencé à parler à d'autres personnes qui étaient profs de Qigong, des profs de yoga, d'autres personnes. Et j'ai découvert ce que c'était que de prendre soin de soi. Je découvrais ce que c'était que le développement personnel. Je découvrais ce que c'était que la spiritualité et non pas la religion. Et j'ai découvert beaucoup de choses qui m'ont énormément parlé, à lesquelles j'ai pu me connecter. Et ça a été aussi le fait de me dire, développement personnel. Ben oui, parce qu'il y a des schémas, on fait ci, en fait, des fois tu dis ça, mais en fait c'est parce que tu penses ça et machin, ça vient de tes parents. Moi, je putain, je vais enfin savoir ce qui va pas chez moi. Donc ça a été une vraie opportunité de m'intéresser à moi et de me dire, je vais enfin me comprendre. Qu'est-ce qui va pas chez Fabrice? J'ai une opportunité de m'y mettre. Et donc ça a été une reconversion inattendue. Ça a été le 2,5 métier, on va dire, c'est le 3e. Et ça fait maintenant, ça fait 17 ans que je suis dans la nutrition. Ça fait 16 ans que j'en parle et ça fait 15 ans que c'est mon unique activité. Tu t'es donc orienté vers la nutrition. Je dis nutrition, mais c'est même le développement personnel en général. Qu'est-ce que ça a changé d'un point de vue de tes relations? J'allais y venir. Je pensais bien que tu me poserais la question parce qu'effectivement, c'est logique. Mais c'est parce que j'ai pris soin de moi que mes relations ont changé. Alors, il y a l'aspect physique, c'est important aussi. Et puis l'aspect intérieur. Et en découvrant cette connexion, donc le développement personnel et aussi des livres qui m'ont énormément impacté, qui s'appellent Les Conversations avec Dieu, tu te connectes et tu découvres je sais pas si tu connais ces livres-là, mais il faut que je t'explique comment ces livres ont vu le jour si tu ne les connais pas. C'est une histoire très forte où l'amour est omniprésent. Tu te reconnais, j'y parlerai après, parce que là, si j'en parle, je vais être obligé d'en dire plus. Mais en gros, de me connaître moi-même a pu, je me suis accepté, en fait. Et c'est aussi là que j'ai découvert le premier mot où on parlait de polyamour. J'étais tombé sur une vidéo d'une fille qui en parlait. J'ai trouvé ça, mais tellement naturel, que des gens puissent aimer librement. Tu veux faire une réaction ou je peux continuer sur une histoire, sur une anecdote? Non, tu peux y aller, j'écoute. J'ai commencé à être avec une nana, on est resté 2 ans et demi ensemble, c'était un coup de cœur faramineux, très fort. J'étais très 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 amoureux, ça a été, pendant 7 mois, c'était l'alchimie des premiers jours, ça a duré très longtemps. Lui, j'avais dit, si tu vois en soirée, je sais pas, tu vois un mec, tu vois quelqu'un, je fais, te retiens pas si t'as envie. Je sais pas, tu vois quelqu'un, c'est le coup de cœur. Moi, je serais heureux que tu saches en plus que je t'aime, même si tu as envie de voir quelqu'un d'autre. Tu as un coup de cœur pour cette personne, on se retrouve. En plus, on continue, on s'aime toujours autant, alors que tu as pu avoir une relation avec quelqu'un qui t'a fait plaisir. Je fais, est-ce que tu sens à quel point notre relation est puissante si on s'aime comme ça tous les deux? Alors, elle m'a dit, écoute, la vérité, attends, laisse-moi y réfléchir, mais ne fais rien pendant ce temps-là. Ça a duré quelques mois quand même. Donc je me suis retenu, puis je sentais qu'une part de moi était retenue, était cloisonnée. Je me sentais j'étais bien avec elle, même si notre relation évoluait un peu. Elle était devenue plus carrée, plus basique. Il y avait plus cette spiritualité du départ où on parlait de tellement de choses, devenu plus cartésien, plus dans des sphères où je trouve que c'est moins magique, c'est plus carré. Là, ça me parle moins en fait, voilà. Et donc du coup, elle est venue au bout de quelques mois, elle m'a dit, mais en fait, ce que je pense, c'est que tu me dis que je peux aller voir quelqu'un d'autre pour que moi, je me sente obligé de te dire que tu peux faire pareil. Donc en fait, je préfère pas le faire parce que moi, j'ai pas envie que elle était bourrée de peur, je voyais bien qu'elle avait peur, mais je dis, mais tu sens bien que je t'aime depuis le temps. Et je pense te le montrer, te le prouver aussi de différentes façons. Donc elle l'a pas voulu. Et moi, je me suis senti, j'ai senti qu'il manquait quelque chose à ma vie. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser que cette façon que je te disais d'avant, d'avoir même un coup de cœur avec quelqu'un. Moi, je pense qu'il y a 1 ou 2 personnes par an. En tout cas, c'est mon histoire. T'as toujours un coup de cœur, t'as envie d'être plus que simplement on se voit, on se fait un petit bisou, une poignée de main, salut, à plus, à bientôt. Non, t'as des gens, tu ressens ça s'explique pas. Je pense pas être un alien quand je dis ça. Je sais pas si les gens pourront laisser des commentaires sous le podcast, mais n'hésitez pas à dire, est-ce que je suis unique dans ce genre-là ou pas? Voilà, parlons-en et exprimez-vous. Et donc dans l'idée, voilà, ça a été une expérience difficile, mais j'ai pu encore mieux me comprendre là-dessus. Puis on s'est séparés après parce que je craquais dans cette relation. C'était trop cloisonné. Mais du coup, avec ça, tu as pris conscience que le fait d'avoir des relations plurielles et de ne pas te limiter à une personne était vraiment important pour toi? Oui, pour moi, c'est de l'humain. En tout cas, si bon, il y en avait qu'un sur Terre, c'était moi. D'être de cette façon-là, parce qu'à l'époque, donc à cette époque-là, polyamour, il n'y avait pas le mot. Je l'ai rencontré un peu après, en fait. Et d'un seul coup, pareil, on met un mot sur toi, sur quelque chose que tu ressens, et d'un seul coup, on s'est dit, t'as vu, il y a des gens, ils sont sur des relations plurielles.
C'est le code, c'est mutuel, éthique et consenti. Ils se disent tout est authentique. C'est des relations, alors polyamour, on parlait d'amoureuses. Je dis, mais oui, c'est pas des relations plurielles par la caquette, c'est des relations plurielles avec le cœur. C'est des relations. Je me reconnais énormément là-dedans. Donc j'étais super content. Je me suis rapproché du milieu. Il y avait les soirées polies, les cafés polis faits sur Paris. J'y suis allé plusieurs fois. Je m'attendais à avoir des révélations de malade. J'avais surtout l'impression quand j'entendais les gens que j'étais beaucoup plus avancé que beaucoup sur mon développement personnel. Je me connaissais bien moi-même. Il y a beaucoup de peurs que les gens avaient que moi je n'avais plus par rapport à qui je suis, mon image, ma façon d'être et tout. Par contre, ce que je voyais, c'est qu'eux, ils avaient eu le courage de passer à l'acte, d'avancer sans se poser de questions et de le faire. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir des gens incarnés, et c'était beaucoup plus de femmes que d'hommes. Là où on a l'image du mec avec ses deux filles, par exemple, typique du film de cul, on va pas se mentir. Et là, je voyais beaucoup de femmes qui avaient des relations plurielles, des fois aussi avec d'autres femmes et un homme, et choses comme ça. Et je me suis dit, des fois, je me suis dit, plus le mec, ça va être le côté caquette, et les femmes, finalement, c'est plus dans le cœur. Mais je me suis dit, non, fais pas une généralité, Fabrice, tu es aussi toi-même une preuve que non. Mais bref, je voyais que ça existait, que c'était incarné, et que c'était présent, là, il y en avait plein. Donc du coup, je me suis assumé. Encore une fois, je te rappelle que dans mon enfance et mon adolescence, il y a toujours la petite voix de pourquoi est-ce que tu fais rien comme tout le monde, t'en as pas marre de toujours te distinguer. Donc je croyais encore qu'il y a une part de moi qui faisait rien comme les autres. Et là, je voyais encore une fois qu'il y avait d'autres personnes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Donc je l'ai mieux assumé. J'ai mieux assumé cette partie de moi en me disant, je suis normal, et de vivre l'amour bien au-delà de ce que les gens s'autorisent, j'en reviendrai, ça c'est aussi la part des conversations avec Dieu, bien au-delà de ce que les gens s'autorisent. Mais je fais, en fait, c'est beau. C'est magique, c'est authentique, c'est sain, et on sent au fond de soi que il y a quelque chose de vrai. Donc tu ajoutes tout plein de petites formations, ou peut-être plus que petites, je sais pas, à ta formation de base pour une activité de coaching. Tu m'as dit que tu n'avais pas de site internet. Ça, je l'avais ressenti parce que j'avais voulu jeter un coup d'œil et j'avais rien trouvé. Mais du coup, tu fonctionnes uniquement finalement, comment on appelle ça, du bouche à bouche, quoi. Du bouche à oreille. Ouais. Bouche à oreille. Si tu veux. Je disais qu'on se connaissait peut-être tant que ça, finalement, je sais pas. Petit pied, non, pas bref. Lapsus. Moi, je blague. Mais dans l'idée, oui, en bouche à oreille, mais souvent quand le plus c'est les nouvelles relations que je crée. C'est une soirée où je vais, on parle, c'est obligatoire quand les gens voient mon look, parce que là t'auras que le vocal, mais tu m'as vu tout à l'heure, mon style vestimentaire, il y a entre le côté du musicien, de l'artiste, le côté qui je suis quoi, j'ai un style qui ressemble pas donc on me repère généralement. Les gens qui sont attirés aussi par cette différence, on en parle, on discute, ça connecte tout de suite et forcément, enfin bref. Tu en étais donc au fait que tu es rentré dans le coaching. Ça fait combien de temps que tu es rentré dans le coaching ? En fait, je l'ai fait au fur et à mesure de mon évolution. Donc, je pense que les 5 premières années, ça va faire 10 ans en gros. D'accord, ok, donc c'est assez récent. Ah oui, tiens, c'est une bonne question que je commence à poser un petit peu à tout le monde. Comment s'est passé ton confinement du coup ? L'horreur. Oh, ça a été horrible. Le fait de plus voir les gens, et puis alors, non seulement pour moi c'était très difficile, puis le fait de se donner une autorisation à soi-même pour sortir ou des trucs comme ça, je trouve ça, tu connais de mes valeurs sur le fait d'être indépendant. Je trouve que les choses n'avaient pas de sens, la façon dont c'était amené. Moi qui ça n'a pas de sens, en même temps te donner l'autorisation à toi-même, c'est bien ça l'indépendance, non ? Oui, c'est vrai qu'on peut être dans cette base-là. Bravo, tu as une définition tout à fait. Ouais, je suis partant avec toi. Ça se tient. Mais si tu veux, avant, il n'y avait pas besoin de devoir le justifier ou devoir le montrer. Donc là où mais c'était le fait que sinon en dehors de ça, l'autorisation est comme omniprésente, tandis que là c'était vraiment très ponctuel. Mais dans l'idée, c'était pas avoir d'amis, pas avoir de relations. J'ai dû rencontrer amoureusement vraiment quasiment personne pendant cette période-là. Puis les gens étaient très dès qu'on se déconfine, on se voit. Donc dès qu'on se voit, il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir pour c'était les hormones, je pense. Et moi, si j'ai pas un minimum de complicité ou de connexion, sachant qu'il y a préservatif en plus, franchement, je préfère rien faire, quoi. Donc j'ai eu 2 années où j'ai pas eu de relation parce que globalement, j'avais pas de connexion. J'avais pas envie, je trouve que ça allait pas. Et je préfère rien faire que de faire un truc pour l'authenticité. Je t'en parlais et voilà, je m'écoute, quoi. Pour moi, l'amour ou la sexualité, pour moi, il y a le sexe et la sexualité. Et la sexualité, c'est l'univers où le sexe s'exprime avec les regards, les mots, enfin tout ce que tu peux y ajouter, comme le tantrisme ou d'autres choses comme ça qui permettent de l'exprimer d'une façon très intime, très personnelle et puis plus convenue, tu vois, plus affinée, en tout cas, je dirais plus complète pour moi. Et donc du coup, je retrouvais pas ça. Donc du coup, ça a été, je me suis ressenti très isolé. J'en pousse des soupirs parce que c'était lourd. Et un humain comme moi qui ne peut pas relationner en réel, ça a été très difficile. Et d'un point de vue professionnel, tu t'es quand même continué à faire des coachings à distance ou est-ce que tu as mis en pause à ce moment-là ?
Non. J'ai toujours continué, et puis les gens avaient du temps à s'accorder. Donc il y en a certains où justement ce que je pouvais aborder, ce que j'ai eu en neuro-émotionnel, je l'ai donné à mon équipe, je l'ai donné à d'autres personnes. J'ai toujours, globalement, tous ceux qui ont été à mes côtés, je leur ai toujours tout donné sans leur faire payer parce que je partageais cette idée, parce qu'on amplifiait notre message. Donc il y a une part de moi que je parlais de générosité, c'était parce que aussi je les voyais avec l'envie j'adorais prendre une partie de mes revenus pour l'investir sur moi-même et aider déjà les gens directs avec qui on avait cette convergence, d'aider l'humain dans une façon dans cette façon-là, plus complète que simplement au-delà de tiens, je te vends un programme de nutrition. L'idée, c'était plus vraiment d'avoir une dimension humaine avec. Du coup, quand on a fait beaucoup de Zoom, beaucoup de trucs comme ça, il y avait quand même, on se voyait pas, mais le fait d'avoir une nouvelle personne quelque part, c'est aussi déjà, il y a toujours, on est content de faire des nouvelles rencontres quand on voit qu'on en parle et tout. Aider son prochain, ça reste toujours quelque chose qui est là, mais là, ça, c'est pour moi, c'est un peu différent quand même de ce qui peut se passer dans une relation amoureuse. C'est deux différents. Autant dans le pro, je dirais, même si aujourd'hui le pro et ma vie personnelle, c'est la même, je me fais pas, je porte les tenues que j'ai tout le temps. Donc quand je vais un truc qui peut être professionnel, je vais pas d'un seul coup mettre une tenue de monsieur professionnel. Je m'en fous, je suis moi tout le temps. Je cherche pas à avoir même si dans du coaching que j'ai pu faire, on m'a dit oui mais ta tenue, tu vois, il y a des gens que peut-être que tu vont pas te voir et tout. Et au début, j'ai essayé de me changer un peu en mettant des tenues plus classiques. Ah oui, je me trouve pas trop mal là-dessus comme ça, mais en fait au fond de moi, j'ai pas envie quoi. Je me dis mais merde, c'est chouette, mais je le ferai peut-être une fois de temps en temps. Je le fais une fois de temps en temps parce que c'est vrai que des fois j'aimais revenir comme la musique tout à l'heure. Tiens, je vais prendre un autre groupe, j'aime bien ça aussi parfois, mais je reviens à ce que je préfère et je trouve que la façon dont ce différents types de styles que j'ai me convient et me définit plus tel que je m'exprime, tel que je me vois, tel que je me sens. Donc du coup, j'ai toujours été entier, j'ai pas changé de casquette, j'ai une sorte de casquette universelle. Tu me vois, tu peux deviner plusieurs de mes sphères où je peux graviter quand tu me vois moi, quand tu parles un peu avec moi, parce que tout est ouvert, tout est accessible. Donc voilà, en pro, donc faire des relations avec des gens qui voulaient découvrir, j'ai toujours une passion et je sens ça, la connexion était simple et c'est bien gardé, mais dans le côté amoureux où il y a plus de messages qui passent quand tu sais que tu peux te rencontrer ou quand tu sais que tu as le temps de te découvrir et pas que derrière un écran ou un clavier juste avec du texte. Là par contre, pour moi, il y avait une dimension qui était très absente et ça a été lourd, ça a été très lourd à passer. D'accord. Qu'est-ce que tu aurais à ajouter sur ton parcours entre le confinement et maintenant ? Le retour à déjà des relations, on est dans une liberté qui est revenue. Ça fait du bien de revoir des gens, de s'amuser, de sortir. J'étais dans un soirée polyamouraire de Paris hier soir où on fait des rencontres et des jeux de société. Donc moi qui suis très joueur et qui suis très ouvert, c'est toujours un moment que j'aime bien. Je suis quasiment sur Disney, donc tu vois, je fais un peu de voiture pour aller à Paris, mais ça en vaut la peine pour moi. Donc c'était une grande joie de relationner à nouveau. Dans tous les sens du terme que j'ai pu évoquer plus tôt. Le professionnel suit mon personnel, c'est-à-dire que étant toujours dans les lectures des conversations, globalement j'y reviens un livre sur deux où je ne lis que du développement personnel. Je trouve que lire des romans et des trucs comme ça, perso je me fais un peu chier. Par contre, quand je reçois du savoir, je reçois des outils, je reçois des choses qui me touchent personnellement profondément ou qui je sens vont apporter une dimension plus complète encore à ce que je peux apporter autour de moi et me comprendre aussi moi-même à travers, je suis toujours passionné. Là, on a eu un coup de cœur avec une amie que je connaisse depuis 20 ans et qui est thérapeute aujourd'hui. Et on a parlé des conversations avec Dieu. On s'est dit, t'as lu le livre toi aussi? Parce que des fois, je mets ça en story. En story, voilà, je partage pareil. Je partage des moments, un concert ou quand je joue de la guitare ou des belles créations que je fais dans mon assiette ou des blagues que je peux avoir. Moi, mes stories, elles sont sur tout ce qui fait Fabrice aujourd'hui. Donc, globalement, si tu veux, on en a parlé à toi aussi des conversations avec Dieu, ça t'a plu? Je dis, oui. J'adore et moi aussi, ça m'a apporté ça. Toi aussi, t'as parlé. J'aimerais bien, c'est faire un live et parler des messages qu'il y a dedans. Je trouve que les gens sont déconnectés de l'amour. Les gens ne s'aiment pas assez, n'apprennent pas à s'aimer. Ou alors ils ont une vision de l'amour qui est vachement biaisée, qui est vachement conditionnée. Oh la vache. Et tout ce qu'on a eu dans le livre, c'est une façon tellement libre d'être en paix avec un amour qui est tellement grand. Et on s'est dit, on va en parler, on a envie de le faire. Elle savait comment faire les lives, mais c'était le contraire. Elle savait pas trop comment organiser, alors que moi, tu peux me brancher sur n'importe quel sujet. Je suis dans cette passion de toujours accueillir. Et donc, du coup, on a fait quelques lives. On a fait un tous les premiers mardis du mois où on exprimait l'amour à travers une émotion ou à travers un état de fait. Donc on a parlé de l'amour à travers l'amour à travers le pardon. Parce que les gens qui disent oui, je pardonne, mais j'oublie pas, tu vois. Pour moi, c'est pas pardonner. Tu pardonnes avec ta tête, mais pas avec ton cœur. L'amour à travers, c'est ce que je vais faire à la rentrée. L'amour à travers la religion. Je vais avoir envie d'aider ce que les gens viennent avec la façon dont ils voient l'amour à travers leur religion. Et on va parler de façon libre. On verra que déjà, chaque définition a de grandes chances d'être très différente selon le livre dans lequel ils tiennent leurs enseignements et leurs modèles. Et voilà, l'amour à travers la polyamorie, j'ai eu envie.
pareil, bah non, on aime, on partage pas. Ah, tu partages quelque chose que tu possèdes, donc l'être, enfin, des choses comme ça, c'est intéressant. On a fait différentes choses à travers l'amour, voilà, et on l'a fait gratuitement pour que les gens viennent en parler. Je trouve que l'amour, c'est quelque chose qui unit. Plutôt que maintenant, dans ma façon de faire, de chercher les causes aux choses négatives, je vais tout de suite trouver en fait comment tu peux t'aimer dans ce cas de figure. Je trouve que c'est beaucoup plus libérateur que de guérir le mal. En fait, c'est de trouver le bien. Et du coup, ça va plus vite. Donc, j'en suis à un point où aujourd'hui, maintenant, je me sens très actif dans cet univers de l'amour, cet univers de la sexualité qui est une expression de l'amour par le corps. Et je pense que les gens sont aussi beaucoup habitués à juste avoir du sexe ou à juste faire l'amour dans le sens de, on va dire, niquer ou baiser, quoi. En gros, on a des relations sexuelles, mais on a que du sexe, en fait. Il n'y a pas de sexualité dans cet univers parce que le cœur est déconnecté. Il faut réapprendre. Je dirais, il y a un besoin, je vois, moi, de réapprendre à aimer. Alors, ça peut être autant s'aimer soi-même que aimer tout le reste. Pour ça que j'aime les animaux, que je les mange pas ou que je fais pas tuer quelqu'un qui les tue à ma place pour avoir mon petit aliment qui n'y ressemble plus à grand chose une fois qu'il est dans mon assiette, ou les arbres ou la nature. Et il y a un amour qui est, plus tu es dans l'amour, plus tu en vois, plus les choses sont simples et plus en plus elles sont authentiques. Et encore une fois, trop bon, trop con, des choses comme ça. Au contraire, moi, dans cet amour-là, je me sens moi. C'est devenu une force. Tu peux me critiquer ou donner ton avis sur ce que tu veux. Je sens bien à travers qui je suis et j'incarne ça. Et ça, c'est des forces aussi qui viennent à partir de l'amour. Et se sentir libre, l'offrir aux autres, en faire une force, permettre à l'autre d'être dans l'amour, de se sentir aimé, qui s'aime lui-même et qu'il a envie de vivre d'amour autour de lui avec plusieurs personnes, qui se sentent bien dans sa façon de faire. C'est aussi une façon d'aider le monde à se sentir mieux. Plus on donnera d'amour dans le monde, plus le monde ira mieux, plus le monde sera amour. Et on a beaucoup à faire. Mais en tout cas, pour rejoindre la vision des relations aujourd'hui, c'est ma vision de la vie, elle est universelle, et c'est de connecter les gens à l'amour avant tout. D'accord. Si tu compares ton vécu avant et après la découverte des relations plurielles, est-ce que tu serais capable de dire qu'est-ce que ça a apporté dans ta vie? J'ai eu beaucoup de challenges parce que quand j'ai voulu le faire, je pourrais dire que c'était pas, ça a été, oh la vache. Mais ça m'a permis, j'ai pu mieux me découvrir grâce à l'amour. Et plus j'ai été dans l'amour, plus je me suis autodéfini comme un homme aimant, comme un Fabrice qui est amour, qui aime être amour et qui aime aimer. Et plus je vais dans cette direction-là, j'ai une de mes dernières relations qui, du coup, on avait bien matché, on s'écrivait, et elle me dit, je sais plus ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce que t'attends d'une relation? Et je lui dis, moi, dans une relation, j'ai pas d'attente. Et elle commence à me dire, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? On en parlera plutôt que de faire par écrit parce que je sentais. Et en fait, elle a une éducation religieuse qui était dans l'exclusivité absolue et on en est venu à, tu pourrais faire des efforts. Alors, faire des concessions, oui, des sacrifices, jamais. En tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Le sacrifice, c'est toujours une ardoise que tu traînes et tu vas dire, j'ai sacrifié ça pour toi. Et pour moi, c'est toujours un truc un peu lourd. Alors qu'une concession, on a toujours une harmonie qu'on peut créer. Et je lui dis que bon, j'irai pas contre ça parce qu'en fait, ça fait 15 ans que je sens que ma personnalité d'homme, justement, les épreuves que j'ai eues, le fait de me sentir heureux quand je suis libre, de ne pas me sentir possessif, jaloux, je crois que c'était des poisons dans des relations, et plus ça va, plus je tends dans une direction où je m'approche de cet amour libre, mais totalement avec la grandeur que ça nous apporte à chacun, d'être amoureux librement, pas avec des contrats, des conditions, des obligations, ou si je fais ci, tu fais plus ça, enfin j'en parlerai si on parle des conversations avec Dieu. Mais du coup, dans cet amour libre, je me suis, voilà, ça a été, là il y a pas longtemps, j'ai eu le plaisir de confirmer, de me dire, mais c'est pas une question de pas faire de concessions pour toi ou quoi, c'est que là j'irai contre qui je suis, et je sens que si on fait une relation ensemble, en fait je vais devoir me travestir ou faire demi-tour sur ce chemin que j'ai depuis une quinzaine d'années et qui fait que je me sens de mieux en mieux, je me sens qui je suis vraiment. Donc voilà, les relations plurielles, je suis de plus en plus découvert. J'ai pas encore eu beaucoup de partenaires avec qui le vivre à la hauteur dont j'aurais voulu, mais bon, en tout cas, étant de plus en plus à ma place moi-même, c'est comme ça que je serais. Donc si je ne vivais jamais, je ne me reprocherais pas de toute façon d'avoir vécu comme l'être qui je suis vraiment. D'accord. La dernière question, oui. C'est la question rituelle de fin de podcast. Est-ce que tu peux me dire quelle est ta définition personnelle, selon ton vécu, du polyamour, de la polyamorie, de quelle que soit l'expression que tu utilises quand tu le vis? Je pense que je l'ai déjà donné un peu plus tôt dans le podcast. Pour moi, en fait, c'est pas de la polyamorie, c'est de l'amour. C'est juste la façon dont on choisit de vivre. Je pense que l'humain est fait pour aimer. C'est dans notre nature. Donc, à partir du moment où on s'autorise à le vivre pleinement comme on le sent, et pas sous condition de, ou pas sous obligation, ou pas sous qui est de l'amour contrefait en fait, parce qu'on met des freins à main partout, on dit alors ça on fera plus, ça on fait pas, non ça on doit pas le faire, attention qu'est-ce que les autres vont dire, c'est pas du véritable amour. Quand tu aimes une rose, tu l'aimes avec le petit pétale un peu fané derrière, et puis avec les épines. Si tu commences à dire moi les roses je les adore, ah oui mais faut retirer les épines, ah puis ça tu retires, ah puis ça on va retirer, puis on va mettre un petit colorant, puis on va mettre un filtre, ah t'as vu, ah moi j'aime les roses, elles sont belles. J'appelle pas ça aimer une rose, c'est ta version de la rose que tu préfères, mais ce n'est pas aimer les roses, sinon on les aime telles qu'elles sont. Donc pour moi en fait ma définition de la polyamorie, c'est que polyamorie n'existe pas, c'est de l'amour, c'est être en amour, l'humain est fait pour aimer et on s'autorise à l'être librement en fait, je dirais.
Je te remercie pour cet échange et puis je te souhaite peut-être à très bientôt. Écoute, merci. Je pense que j'ai été une pipelette. Je pense que j'ai parlé vite aussi pour mettre le maximum sans que ça soit trop long. Et puis parfois, moi des fois j'aime bien écouter les choses en accéléré. Donc j'espère que ça a été naturellement captivant pour les gens. Et puis si ça apporte des clés, si mon histoire a aussi pu inspirer d'autres personnes, j'en suis heureux. J'espère contribuer à ma façon à rendre le monde plus dans l'amour et qu'il y ait une plus belle harmonie sur notre planète. On est déjà au paradis. On a juste à le rendre nous-mêmes, quoi. Et ça passe beaucoup par le cœur et le fait d'accepter ces relations et d'être toujours dans l'amour. Voilà, on a tous nos vécus. C'est pas encore quelque chose de très facile et simple à faire avec la société et le monde dans lequel on vit, mais contribuons-y, quoi. Donc je suis heureux et merci de ta confiance on se connaît pas et tu as accepté de m'interviewer. Merci aussi pour la confiance et le temps que tu m'auras accordé pour m'exprimer. J'étais très heureux de le faire. Et ben voilà, c'était le mot de la fin.